En Ukraine, des fosses communes ont été découvertes près de Marioupol. Les autorités accusent les Russes d'y avoir enterré des civils pour cacher leurs crimes. L'armée française accuse les mercenaires du groupe Wagner d'avoir lancé contre elle une attaque informationnelle quelques jours après avoir quitté la base de Gossi au Mali. Après 3 ans de réflexion, le CERN relance le LHC, son plus grand accélérateur de particules, l'anneau de 27 km qui plonge dans les lois de l'infiniment petit. Après Boutcha, près de Kiev, le village de Mangouche, à 20 km de Marioupol, pourrait être une nouvelle scène de crime de guerre russe. Sur ces images satellites prises entre le 19 mars et le 3 avril, le cimetière est de longues rangées de tombes, des fosses communes. Selon les autorités ukrainiennes, les Russes y ont enterré les habitants de Marioupol tués pendant les combats, une manière de cacher leurs crimes militaires, affirme le maire de la ville. Au cours de ces 8 semaines, le droit international humanitaire n'a pas simplement été ignoré, il a été aussi mis de côté, alors que les forces armées russes ont bombardé, pilonné de manière aveugle des zones peuplées, tuant des civils et détruisant des hôpitaux, des écoles et d'autres infrastructures civiles, autant d'actions pouvant relever de crimes de guerre. Avec un nombre croissant d'arrivées de personnes ayant fui l'Ukraine, le nombre de signalements de possibles crimes de guerre ne cesse de se multiplier. Nous avons 7661 affaires pénales uniquement concernant des crimes de guerre et plus de 3000 affaires qui sont liées à des crimes de guerre. Nous voyons des faits de torture lorsque nous ouvrons des fosses communes avec des civils. Ils ont été abattus, leurs bras étaient attachés dans le dos. Nous avons des faits de crimes sexuels contre des civils, pas seulement contre des femmes, mais aussi contre des hommes, des enfants et des femmes âgées. Les Nations Unies accusent l'armée russe d'actions pouvant relever de crimes de guerre en Ukraine. Son secrétaire général Antonio Guterres se rendra mardi en Russie où il sera reçu par Vladimir Poutine. Ce sera leur première rencontre depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Les drapeaux ukrainiens sont toujours accrochés devant l'ambassade de Russie à Berlin et les militants continuent d'envoyer des messages à destination du président russe Vladimir Poutine. Mais une crise politique couve en Allemagne. Les critiques sur la façon dont le chancelier Olaf Scholz gère l'invasion russe en Ukraine sont de plus en plus nombreuses, comme l'explique l'experte en géopolitique Jessica Berlin. Déjà à l'aube de cette crise, la stratégie d'Olaf Scholz semblait être de faire le moins possible et le plus tard possible, afin de ne pas être pris du mauvais côté de l'histoire. Mais à l'heure actuelle, son argument est que l'Allemagne ne peut pas faire cavalier seul. L'Allemagne ne peut selon lui agir qu'en accord avec ses alliés. Cependant, cet argument commence lentement à perdre en crédibilité parce qu'en réalité, nos alliés font beaucoup plus. Le débat actuel ne porte pas seulement sur l'achat de gaz russe par l'Allemagne, mais aussi sur son refus d'envoyer des armes lourdes à l'Ukraine. La question commence à être soulevée. Est-ce que le SPD, est-ce qu'Olaf Scholz pense que l'Ukraine peut et doit gagner cette guerre? Mais qu'en est-il alors du grand Zeitenwende, le grand changement de la politique étrangère allemande qu'Olaf Scholz avait lui-même annoncé? L'historienne et chercheuse en sciences politiques Liana Fix estime que les choses bougent, mais pas assez vite pour les alliés de l'Allemagne et pour une grande partie de l'opinion publique du pays. Le grand changement qu'Olaf Scholz a annoncé et présenté au Bundestag n'est toujours pas mis en place concrètement et des gens commencent vraiment à douter. Les sondages d'opinion montrent qu'Olaf Scholz n'est pas vraiment en phase avec l'opinion publique. La plupart des Allemands souhaiteraient un arrêt des importations de gaz russe et des armes plus nombreuses et plus lourdes pour l'Ukraine. Il y a des critiques de la part d'autres pays, des critiques aussi de la part des membres des partis qui sont au gouvernement avec le SPD d'Olaf Scholz, les Verts et les libéraux. Mais il est peu probable que le gouvernement allemand change de cap en ce qui concerne l'Ukraine. Jonah Callaghan, Euronews, Berlin. Tokyo durcit le ton avec Moscou et désigne à nouveau les Kouriles comme des îles japonaises occupées illégalement par la Russie.
Depuis 2003, la diplomatie nippone évitait de parler d'occupation, mais avec la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie, les relations entre Moscou et Tokyo se sont dégradées. En représailles aux sanctions, Moscou a rompu les pourparlers avec le Japon sur le dossier des Kouriles. Au moment où le Japon est devenu un pays inamical et s'est joint à toute une série d'actions hostiles envers notre pays, il est vraiment difficile de parler de la poursuite du processus de négociation. Les 4 îles sont un territoire inaliénable de la Fédération de Russie. Le différend territorial entre la Russie et le Japon bloque la signature d'un traité de paix depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Tokyo parle des territoires du Nord alors que la Russie les désigne comme les Kouriles du Sud. Il s'agit d'Iturup, Kunashir, Shikotan et à l'extrême sud des îles Abomai. Ces îles juste au nord d'Hokkaido avaient été envahies par l'armée soviétique en août 1945 avant d'être annexées par Moscou. L'armée française se dit victime d'une attaque informationnelle au Mali. Sur cette vidéo qu'elle a prise par drone, on peut voir des soldats en train d'entasser des corps et de filmer la scène. Ces soldats seraient en fait des mercenaires russes du groupe Wagner qui agiraient dans le but d'accuser les Français après leur retrait de la base de Gossi. Les clés de cette emprise, qui accueillait 300 soldats français, ont été remises mardi aux forces armées maliennes dans le cadre du désengagement de la France du Mali annoncé en février. Depuis, une photo et une vidéo montrant des cadavres en partie ensevelis sous le sable ont circulé sur Twitter, accusant les Français d'exaction. L'état-major français, qui avait prévenu s'attendre à des attaques informationnelles à l'occasion du retrait de la base de Gossi, affirme en avoir dressé un état des lieux documenté pour se protéger d'éventuelles accusations. Ces exactions témoigneraient des modes d'action mis en œuvre par les mercenaires de Wagner depuis leur déploiement en Centrafrique. Le sentiment anti-français a gagné du terrain dans la région, notamment depuis l'arrivée au pouvoir de la junte militaire au Mali. Cela a valu à la France de faire l'objet de nombreuses campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux. Des coups de feu ont une nouvelle fois résonné ce vendredi sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Comme les jours précédents, des policiers israéliens ont pénétré dans ce lieu saint à la fois pour les musulmans et les juifs. Objectif, disperser les Palestiniens qui avaient lancé des pierres en direction du mur des lamentations. Des affrontements ont alors éclaté, jets de pierres, feux d'artifice contre balles en caoutchouc, bilan, plus d'une trentaine de blessés. La présence sur l'esplanade des mosquées pendant le ramadan de nombreux juifs autorisés à visiter le lieu et le déploiement de forces de police sont largement perçus par des Palestiniens comme un geste de provocation. Depuis une semaine, ces tensions ont fait plus de 200 blessés, des Palestiniens pour la plupart. Une escalade de la violence qui s'ajoute à la vague d'attentats à laquelle Israël a été confronté il y a un mois. Résultat, les autorités israéliennes ont décidé de fermer ce week-end les points de passage permettant aux Palestiniens de Cisjordanie de se rendre à Jérusalem. Car cette situation de très haute tension a déclenché des réactions en chaîne, tirs de roquettes de groupes armés palestiniens depuis la bande de Gaza sur Israël, en représailles des attaques israéliennes sur l'enclave palestinienne sous blocus israélien et contrôlée par le Hamas. Après 3 heures de réflexion, le CERN remet en marche son plus grand accélérateur de particules. L'anneau géant de 27 km sous terre entre la France et la Suisse est connu sous son acronyme anglais de LHC. Les collisions à l'intérieur du tube avaient fini par engendrer la fatigue des matériaux. Les milliers d'aimants supraconducteurs ont été remplacés, le système cryogénique amélioré et on y a même passé l'aspirateur. Tout doit fonctionner au même moment. Comme un orchestre où pour qu'elle soit magnifique, la musique doit être synchronisée, c'est la même chose dans le LHC. Pour qu'il fonctionne, tout doit fonctionner au bon moment. La rénovation aujourd'hui terminée, l'anneau redémarre progressivement et les premières collisions de particules seront exploitées par les scientifiques d'ici 3 mois. C'est dans cet anneau qu'avait été détecté en juillet 1992 le mystérieux boson de Higgs, la particule élémentaire considérée comme la clé de voûte de la physique fondamentale qui n'existait jusqu'alors que dans les livres de théorie.